Alors, bonjour à tous, pour ceux qui sont déjà connectés. Donc, apparemment, vous êtes pour l'instant 5. On fait un petit test avant de démarrer vraiment le webinaire. Est-ce que vous pourriez me dire, les uns ou les autres, alors, il y a Alexandra, Anicelle, Marie-Paul, Françoise, il y a Laos, ou Taous, je ne sais pas, j'arrive pas à lire. Si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien, vous avez un petit chat à droite de votre écran. Donc, vous nous rédiger un petit message pour nous dire si vous nous entendez bien et si vous nous voyez. Alors, voir, je ne sais pas si vous voyez dans le détail, parce qu'on n'est pas forcément tout près de la caméra, mais enfin, en tout cas, si vous voyez bien la diapositive et aussi si vous nous entendez. Donc, merci de m'écrire un petit message pour savoir si c'est bon pour vous, avant qu'on ne démarre véritablement à 30. Alors, allons-y. Dites-moi, Alexandra ou Anicel, c'est le premier inscrit, si vous nous voyez ou si vous nous entendez. Petit chat à droite de votre écran. Hop. Alors, est-ce que j'ai un petit message? Et apparemment, ils ne nous entendent pas. Hein. Apparemment. Vous nous répondez? Non, je ne vois pas de réponse. Comment? Non, je ne vois pas de réponse non plus sur le chat. Non, mais moi non plus, alors je suis un peu inquiète. À moins qu'ils ne sachent pas où. Si, alors, je recommence. Vous avez, ceux qui sont en ligne, vous avez en bas à droite sur votre écran, vous avez une petite bulle dans laquelle vous pouvez participer. Justement, d'ailleurs, en nous posant des questions, est-ce que vous pourriez nous écrire un message pour nous dire si vous nous entendez et si vous nous voyez? Alors, pour l'instant, pas de réponse. Alors, le chat, il est en haut à droite, c'est un petit écran avec 3 points. Voilà, donc il faut cliquer dans la petite bulle et écrire dans le bas de l'écran, vous pouvez écrire quelque chose hein, dans la petite ligne tout à fait en bas. Vous cliquez sur chat et vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre en bas pour nous écrire si vous nous entendez et si vous nous voyez. Donc, merci de nous répondre, parce que c'est un peu rassurant de savoir si vous nous voyez et si vous nous entendez. Vous êtes donc 5 en ligne pour l'instant. Donc, Camille, Françoise, Marie-Paul, Anicelle, merci de nous répondre, s'il vous plaît. Personne ne répond. C'est inquiétant. Alors, pourtant, on est bien lancé. Alors. Ah, si. Bonsoir, je vous entends et je vous entends. Ok, merci. Vous êtes ceux que je n'ai pas cités. C'est Taous, hein, c'est ça? C'est ça. Merci d'avoir répondu. Bon, c'est bon. Alors, on nous entend, c'est parfait. Donc, comme il est l'heure, on va pouvoir commencer. Très bien. Alors, donc, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints donc en ligne. Je ne sais pas si vous êtes des habitués de nos webinaires, mais dans ce cas, on va se présenter. Donc, l'association de la prévention médicale réalise des webinaires à peu près 5 par an sur des sujets concernant le risque et la santé. Donc, ce soir, on a un sujet intéressant qui intéresse la santé, mais aussi beaucoup d'autres gens, qui concerne les dispositifs sanitaires pour les situations sanitaires exceptionnelles ou de grande ou de petite ampleur d'ailleurs, on va aborder les deux. Donc moi je suis donc Marie-Christine Moll, je suis le responsable de la prévention médicale et j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Pierre Vidélé qui va se présenter tout seul, parce que je pense que c'est encore lui qui est le mieux placé pour ça. Ouais, bonjour, merci Marie-Christine et très heureux de participer à ce webinaire, peut-être pour faire mieux connaître aussi les cellules d'urgence médico-psychologiques dont on entend beaucoup parler dès qu'il y a des événements impactants qui concernent des événements à potentiel traumatique en France. Et donc, c'est l'occasion de présenter plus précisément ces dispositifs, pourquoi, comment ils sont présents. Et donc, moi, je suis le chef du service de psychiatrie d'urgence, de liaison et de psychotraumatologie aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, et professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de l'université de Strasbourg. Et dans le service dont j'ai la responsabilité, il y a la cellule d'urgence médico-psychologique qui couvre à la fois le département 67, mais aussi la région Grand Est et la zone
Grand Est, la zone de défense. Enfin, on verra ça au fur et à mesure du webinaire. Bien, merci pour cette présentation. Donc, on va peut-être commencer par planter un petit peu le décor, c'est-à-dire expliquer un petit peu d'abord ce que c'est qu'un événement traumatique, ce que c'est qu'un traumatisme, du point de vue de votre point de vue, bien sûr, et puis pour qu'on soit bien clair sur ce qu'on appelle effectivement les différents types de traumatisme. Et puis derrière, évidemment, en débobinant le sujet, à quel risque on s'expose quand on est confronté à ces différents traumatismes. Oui, tout à fait. Là, on voit, si vous prenez la diapositive précédente, à nouveau, Marie-Christine, là, on voit par exemple un certain nombre d'événements, alors qu'on appelle à potentiel traumatique. On va voir qu'effectivement, pour qu'il y ait traumatisme, il faut qu'il y ait une rencontre finalement entre un événement et une personne, et peut-être une personne à un moment donné aussi. Et les événements sont parfois traumatiques pour la plupart des personnes, et puis d'autres vont dépendre finalement ce qu'on appelle du terrain où ils surviennent. Alors, on va le voir, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une faiblesse de la personne, c'est que comme pour tout un chacun, un peu comme Achille, on a des endroits de fragilité et qu'on ignore finalement le plus souvent avant qu'ils soient touchés. Et c'est au moment où ils le sont et finalement où survient le trauma que l'on sait que c'était chez nous un point de fragilité. Je pourrais citer quelques exemples de ce type-là. Et donc on voit ici des événements individuels, comme une prise d'otage dans un magasin ou dans une banque, des événements collectifs industriels, des événements collectifs naturels, comme un tsunami, un ouragan, et puis des événements qui sont liés à des volontés humaines, comme les prises d'otages, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est un ensemble d'événements à potentiel traumatique. J'ai mis des exemples finalement auxquels on a été nous-mêmes confrontés dans la pratique de notre cellule d'urgence médico-psychologique. Moi, quand j'avais pris la responsabilité dans mon service de la cellule d'urgence médico-psychologique, en particulier l'accident du train d'Egversheim qui avait déraillé lors des essais. Mais là, ce sont des images sur lesquelles notre cellule d'urgence médico-psychologique est intervenue. Diapositive suivante. Alors, une petite question, donc ça veut dire que pour un même événement, finalement, en fonction des personnes, le traumatisme ne va pas forcément être le même. Ah, tout à fait. Là, c'est une sorte de caisse de résonance. Alors, soit ça résonne pas. Mais quand ça résonne, ça dépend effectivement de la structure, du moment sur lequel l'événement survient sur la personne individuellement. Même si, on le verra, il y a un certain nombre de grands symptômes ou de grands syndromes qui sont à peu près, souvent les mêmes d'une personne à l'autre et qu'on a pu regrouper pour les repérer, les reconnaître et puis aussi évidemment les comprendre et les traiter. Alors, allons-y. Alors, c'est ce que je voulais dire là, c'est qu'il y a un événement à potentiel traumatique, parce que souvent on parle d'un événement traumatique, il y a des événements à potentiel traumatique, ce sont des événements qui sont souvent extérieurs, qui sont repérables, encore qu'il peut y avoir des événements traumatiques intérieurs, par exemple, un événement de santé peut être vraiment traumatique pour une personne, et cet événement, il a la particularité de venir modifier la personne profondément. Il y a une rupture de la personne, du sujet, entre avant et après l'événement. C'est pour ça qu'une des images classiques que l'on prend pour le trauma, c'est celui de la méduse, puisque l'idée est que lorsqu'on croise son regard, on change de nature et on se transforme en pierre. Eh bien, c'est un petit peu la même chose, c'est que lorsqu'on croise le traumatisme, eh bien, c'est notre nature profonde qui va possiblement changer. Alors, il peut y avoir des événements naturels, on en a parlé, des catastrophes naturelles, voilà, le tsunami, les ouragans, enfin, on a les inondations, pour prendre des événements qui touchent pas mal de personnes actuellement en France. Ça peut être aussi des accidents, alors des accidents de la route, des accidents industriels, et puis il y a des événements où il y a une intentionnalité humaine. Le viol, les agressions,
les attentats, les prises d'otages. Et on sait que lorsqu'il y a une intentionnalité d'un autre nous-mêmes, finalement, pour nous blesser ou nous menacer, les conséquences sont souvent beaucoup plus sévères. Alors, l'événement, il peut être ponctuel, on le verra, il peut être limité dans le temps, ou alors il peut aussi parfois s'inscrire dans la durée et entraîner du coup des troubles un petit peu particuliers. Ça peut être des événements très individuels, hein, voilà, on traverse la route et on est victime d'un accident, mais ça peut être aussi des événements qui touchent un groupe de personnes plus ou moins grand. Alors, sur cet événement peut souvenir un traumatisme psychique, et ce traumatisme est finalement l'effet psychologique, psychopathologique de l'événement sur le sujet dans un contexte donné et au-delà de la réaction physiologique immédiate. Et cet événement est en lien avec le vécu de la mort. On dit, nous, par exemple, que on ne peut pas se représenter la mort puisqu'on n'a pas été, on ne peut pas se la représenter puisqu'on n'y a pas été présenté. Et donc, c'est cette rencontre avec la mort qui va susciter ce qu'on appelle un effroi. C'est pas seulement la peur, c'est pas seulement l'angoisse, c'est un vécu particulier pour lequel on emploie souvent le terme d'effroi. Et donc, cette rencontre va surprendre le sujet à un moment donné. Diapositive suivante. Alors, le traumatisme de type 1, alors, ça, c'est des termes médicaux, hein, ça n'a pas beaucoup d'importance. En tout cas, ça va être la conséquence psychique d'un événement soudain auquel le sujet ne s'attend pas et unique dans sa survenue, comme je l'ai dit tout à l'heure, une agression, une catastrophe, un accident. Et les critères de nos classifications, alors là, c'est la classification internationale américaine, hein, ce qu'on appelle le DSM, alors maintenant c'est la 5e édition, va lister un certain nombre de symptômes cliniques qui sont classiquement les symptômes de répétition, des cauchemars, ce qu'on appelle des flashbacks, c'est-à-dire que le sujet revit l'événement, mais comme s'il était ici et maintenant, c'est-à-dire qu'il y a une caractéristique particulière qu'il n'est pas vécu, enfin, il n'est pas reconnu comme un souvenir. C'est pas comme si on savait que l'événement était daté dans le temps et qu'il était circonscrit et qu'on se souvenait d'un événement. Non, quand le sujet psychotraumatique revit l'événement, il le revit vraiment. C'est ce qu'on appelle le syndrome de reviviscence. C'est parce que il est comme s'il était à nouveau plongé dans l'événement au moment où il le revit, alors que ça fait parfois plusieurs mois, voire plusieurs années que l'événement a disparu. Ça peut être aussi à l'occasion d'une caractéristique, on le verra parce que souvent il y a ce qu'on appelle une dissociation psychique au moment de l'événement, et ça peut être simplement une des caractéristiques de l'événement, un petit peu, alors évidemment à l'inverse de la Madeleine de Proust, mais en tout cas ça peut être l'odeur, ça peut être un élément visuel particulier, une lumière par exemple qui va rappeler, enfin en tout cas être la gâchette qui va appuyer sur le souvenir de la bombe, hein, de l'explosion de la bombe par exemple, qui va entraîner ces symptômes de répétition. Alors ensuite, on voit aussi que tous ces symptômes ont du sens hein, finalement pour protéger l'individu hein, et l'aider à faire face à des événements, mais que en dehors de ces événements, sur le long cours, ils vont être délétères dans l'existence du sujet. Donc évidemment, on l'a vu, hein, ces symptômes de reviviscence, mais aussi des symptômes d'évitement, c'est-à-dire que quand vous avez été confronté à un événement douloureux, dangereux, vécu comme extrêmement dangereux, eh bien vous allez tout faire pour l'éviter, mais ces évitements peuvent envahir la vie du sujet qui parfois ne sort même plus de chez lui. Il va y avoir aussi des conséquences. J'ai une question pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez que à la limite, quand c'est un événement intentionnel de la part d'un autre groupe humain ou d'un autre humain ou par rapport à un événement qui est de type naturel, par exemple, ça a plus d'impact. Alors c'est
Pour quelle raison? Peut-être vous allez l'aborder après, mais est-ce Oui, qu'il y a une raison à on pourra en parler, mais après, mais on le comprend aisément. C'est que finalement, il y a quelqu'un, un autre homme, un autre humain, ou d'autres humains qui ont décidé de nous tuer ou de tuer des proches. Et ça, l'impact sur la représentation qu'on a de notre humanité, évidemment, vient être bousculé profondément. Et c'est d'ailleurs ce que je décrit ensuite sur les changements de perception concernant son existence, les autres, la vie en général et la communauté humaine en quelque sorte. On a habituellement une conscience d'une humanité, d'autres qui sont plutôt bienveillants, qui sont là pour nous aider. Et tout d'un coup, cette croyance finalement qu'on a dans notre humanité, dans nos proches, eh bien, vient être remise extrêmement, enfin très profondément en question. Et ça vient remanier profondément l'existence du sujet. Voilà. Et sa relation aux autres, je suppose aussi. Et sa relation aux autres, sa relation à soi, à lui-même. C'est-à-dire que le sujet peut ne plus avoir confiance en lui-même, il va se dévaloriser, il va se sentir comme impuissant, et là on va avoir des mécanismes des fois de défense qui sont extrêmement particuliers, comme par exemple ce qui peut paraître a priori peu compréhensible, mais de se remettre en danger ou de se remettre dans des situations extrêmement traumatiques, mais du coup volontairement, comme pour pouvoir reprendre la main et le contrôle finalement de ce qui s'est passé, alors que l'événement initial a été totalement imprévu et le sujet était en non-contrôle complet. Et donc pour essayer de reprendre le contrôle, il va se réexposer, mais volontairement, à des événements traumatiques, ce qui peut sembler paradoxal, mais qu'on comprend finalement bien. Donc ça, c'est les traumatismes qu'on appelle de type 1. Ensuite, les traumatismes de type 2, et malheureusement qui sont proches de nous actuellement, qui sont les conséquences d'événements qui sont plus prévisibles, mais qui sont répétés et qui vont menacer à tout instant pendant une longue période. Alors, c'est les violences politiques, c'est les violences de guerre. Voilà, je ne vais pas donner d'exemples, tout le monde les a en tête malheureusement actuellement. Il faut savoir vraiment que ces événements viennent impacter une société, un groupe, l'humanité et les groupes humains particulièrement touchés extrêmement profondément et pendant très longtemps, et parfois sur plusieurs générations. Ça, on pourra éventuellement en reparler, mais enfin, ce n'est pas tellement le sujet, mais il va y avoir des remaniements, non pas de l'ADN, de l'inscription génique, mais par exemple de l'expression génique, du fait de la conformation de l'ADN, qui peut toucher une, deux, voire trois générations derrière les personnes qui ont eu à vivre les événements traumatiques. Et évidemment, les maltraitances, les violences sexuelles, les violences intrafamiliales font évidemment partie de ces traumatismes durables. Donc il va y avoir là des mécanismes de défense à la fois immédiats, mais surtout anticipatoires, et puis une mobilisation, on le verra, de mécanismes neurophysiologiques qui sont beaucoup plus sur le long cours et des mécanismes psychologiques comme le déni, le refoulement, ce qu'on entend habituellement comme les dissociations, par exemple l'anesthésie affective, l'identification à l'agresseur et des retours d'agressivité sur soi avec, on repère souvent les tentatives de suicide fréquentes, voire des suicides, des consommations de toxiques et des modifications durables, alors des fois de désorganisation et de modification durable de la personnalité. Diapositive suivante. Oui. Donc ça impacte évidemment les gens qui sont dans la situation, qui la vivent, mais est-ce que ça peut impacter de la même façon des gens qui les regardent? Parce qu'on a beaucoup les médias qui nous envoient des images assez traumatisantes, il faut le dire, sur ces problématiques de guerre, de sinistre. Est-ce que ça peut aussi impacter de la même façon des personnes qui regardent en fait? Oui, tout à fait. C'est le traumatisme vicariant et qui est reconnu aujourd'hui dans les classifications internationales. J'en parlerai un petit peu plus tard, mais c'est pas grave si on en parle à l'occasion de cette question.
Oui, oui, non, c'est parce que ça. Oui, oui, on en parlera, enfin, on Oui, sautera la diapositive, mais voilà, donc il y a des, et c'est reconnu par nos classifications, et effectivement, on peut être touché par la répétition ou d'entendre ou de voir des événements traumatiques, tout à fait. Alors, on distingue aussi différents types de traumatisme. Le traumatisme simple, hein, c'est comme le traumatisme simple, il peut être très impactant, hein. Il est simple parce que il a été unique et souvent, il peut répondre assez aisément à des thérapeutiques. Évidemment, pour la personne, il n'est pas du tout simple, hein. C'est pas une vision de qualité, hein, qu'on donne. Et puis, des traumatismes plus complexes qui arrivent comme le traumatisme de type 2, avec cette victimisation chronique, et en particulier lorsqu'il y a un assujettissement à une personne ou à un groupe de personnes. Là aussi, hein, voilà, on a malheureusement dans l'actualité des exemples de ce type d'assujettissement. Et donc la victime va souvent se trouver comme captive pendant une longue période, incapable de s'échapper, et il va y avoir là aussi des modifications profondes de la personnalité de la personne. Donc on pense aux prisonniers de guerre, aux tortures, aux violences intrafamiliales durables, aux agressions sexuelles durant l'enfance, hein, et même aussi aux situations de maltraitance en général, etc., etc. Diapositive suivante. Alors, il y a des traumatismes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc des traumatismes directs où le sujet est lui-même l'objet ou le témoin d'un événement à potentiel traumatique. Et puis, il y a ces traumatismes indirects. Là, je voulais en parler particulièrement puisque on y est attentif pour nos propres équipes, hein, les pompiers, oui. les policiers, les personnes qui travaillent dans les cellules d'urgence médico-psychologiques sont potentiellement à risque de ce type de traumatisme par ricochet. Et il est important pour nous, évidemment, d'en tenir compte dans l'organisation, finalement, de nos équipes de soins. Diapositive suivante. Alors, on distingue, souvent, on distingue nos pathologies psychiatriques ou nos troubles psychiatriques avec une dimension temporelle. Le traumatisme, on le verra, et on le réfléchit ainsi dans les cellules d'urgence médico-psychologique, on doit toujours le réfléchir dans une dimension temporelle et dans une dimension géographique. Donc, nos interventions se conçoivent d'emblée dans l'espace et dans le temps. Donc, on a un traumatisme avec des réactions de stress immédiat, et là, on voit facilement les réactions qu'on peut avoir quand on a des moments de stress. Il y a des réactions physiologiques, hein, qui sont sous-tendues par des mécanismes adrénergiques, hein, qui partent évidemment du cerveau, qui descendent l'hypothalamus, la surrénale, et puis là, des modifications physiologiques. Alors, classiquement, c'est le cœur qui s'accélère, les sueurs, on a une horripilation, c'est-à-dire les poils qui se hérissent, on a la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque qui augmente. En fait, tous des mécanismes qui nous permettent quoi? Qui nous permettent de nous préparer soit à fuir, soit à combattre. C'est-à-dire qu'on est déjà prêt à s'enfuir rapidement puisque notre fréquence respiratoire, notre fréquence cardiaque, on a augmenté. Alors évidemment, l'horripilation n'est plus très efficace chez nous, mais si vous le concevez chez l'animal, ou quand on était dans un temps plus ancien, eh bien, on paraissait plus gros qu'on ne l'était. Il y a aussi des vasoconstrictions, les petits vaisseaux, et ça nous permet de moins saigner si on est blessé. Évidemment, ça correspond moins au danger de notre période moderne, mais en tout cas, c'est des mécanismes de stress immédiat. Puis ensuite, des états de stress aigu, alors on va le voir, hein, soit adaptés, soit non adaptés. Et puis, parfois, des états de stress qui vont durer dans le temps, et c'est là qu'on va parler d'états de stress chronique. Alors habituellement, c'est 1 mois, 3 mois, enfin là, c'est les définitions finalement de nos classifications qui sont peu intéressantes là, pour notre public aujourd'hui. Diapositive suivante.
Alors, le sujet peut réagir de manière adaptée, hein, puisque ça permet de faire face. On voit là sur l'image, par exemple, la personne en dessous, elle a réagi de manière adaptée. Elle s'est protégée sous une table, hein, par exemple. Voilà, c'est par exemple s'il y a un tremblement de terre, eh bien, on a, en tout cas dans les régions où il y a beaucoup de tremblements de terre, par exemple, on apprend à faire face à ce type d'événements et normalement, plus on s'y prépare, moins l'impact psychique va être important. Il peut y avoir des moments de stress, par contre, dépassés. C'est-à-dire, dépassés, ça veut dire que les mécanismes de défense du sujet deviennent inadaptés à la situation. Et donc, le sujet va devenir agité, il va avoir des réactions de panique, il va être sidéré. On repère aussi des actes stéréotypés automatique. Et ça, on le regarde, on le voit fréquemment, où la personne, on se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire finalement? Je ne sais pas, moi, il range, par exemple, il y a un événement grave et la personne, vous allez voir qu'elle range des choses sur son bureau ou dans son bar, par exemple. Ça paraît complètement hors de propos, mais ça vient être des actes automatiques du sujet dans une réaction de stress dépassé. Évidemment, plus le stress est dépassé, plus il y a un risque que survienne ensuite un stress post-traumatique plus durable. Il peut y avoir des détresses psychiques aussi, avec des sentiments de déréalisation, de dépersonnalisation et finalement de dissociation. C'est-à-dire que des fonctionnements psychiques habituellement coordonnés et intégrés deviennent dissociés et on va pouvoir avoir par exemple ce qu'on appelle des amnésies traumatiques ou des douleurs traumatiques qui sont le sujet n'aura plus le souvenir direct de l'événement, mais par contre aura des douleurs extrêmement importantes, dissociées finalement du reste des représentations psychiques. C'est comme s'il y avait une déstructuration sous l'effet du trauma psychique, de l'entièreté psychique du sujet. Est-ce qu'il y a des personnalités qui sont plus exposées à des réactions de stress adaptées, ou bien tout le monde peut être éventuellement confronté à du stress adapté ou inadapté ou dépassé? Oui, évidemment, il peut y avoir des personnalités plus fragiles. On sait par exemple qu'un événement traumatique, quand il y a une réaction importante, est souvent en écho d'un événement traumatique antérieur qui n'avait pas été métabolisé finalement. Ça, c'est quelque chose qu'on repère fréquemment. Et puis, évidemment, il y a des personnalités qui ont des capacités, à faire face à certains événements moins grandes que d'autres. Mais ce qui est vraiment important à comprendre, c'est qu'on est tous susceptibles d'être traumatisés un jour ou l'autre. Je pense par exemple à un exemple très classique d'un militaire qui était un militaire de carrière et qui avait un métier de sniper, qui partait sur des opérations extérieures et quand il rentrait ensuite en France, dans sa famille, et voilà, tout se passait bien. En tout cas, il était capable de mener ces deux vies en même temps. Et un jour, dans la lunette de son fusil, il a vu une petite fille avec le même sac de classe que la sienne. Et là, il y a eu une rupture, une sorte de télescopage de deux mondes qu'il avait séparés l'un de l'autre dans ses représentations qui ont fait connexion. Et c'est là qu'il a développé un syndrome psychotraumatique extrêmement sévère. Donc, on voit que finalement, comme je le disais dès le départ, on ne sait jamais où est son talon d'Achille face à un événement potentiellement traumatique. Alors, ensuite, il peut y avoir des états de stress plus classiquement psychiatriques, en quelque sorte, délirants, ce qu'on appelle psychotiques, maniaques, avec une agitation importante et une élation de l'humeur. Donc ça, c'est pendant les premières heures. Un exemple très classique de la dissociation au cinéma, par exemple, c'est si vous regardez le film « Il faut sauver le soldat Ryan », bien sur la plage, quand il y a le débarquement, là, vous avez un exemple très
très bien représenté hein, finalement de ce que c'est qu'un moment de dissociation psychique face à des événements extrêmement effrayants. On n'a pas vu, moi j'ai pas vu Solarian, mais je vais les regarder pour voir. Ah oui, c'est sur la plage. Alors là, c'est pour dire que on a plusieurs façons de concevoir les effets neurophysiopsychologiques hein, qui sont liés au stress. Là, c'est la compréhension sur le mode biologique. Et finalement, on reproche souvent à la psychiatrie d'avoir plusieurs théories ou plusieurs représentations théoriques du fonctionnement psychique. Il y a les conceptions psychodynamiques, psychanalytiques, il y a les conceptions cognitives, les conceptions cognitivo-comportementales, etc. Eh bien, en fait, ce sont des cartes de lecture qui sont souvent assez utiles pour comprendre l'ensemble d'un phénomène, un petit peu comme les cartes de lecture géographique. Et il va falloir, souvent, la superposition de différentes cartes de lecture nous permettent de mieux comprendre et de fait, si on comprend mieux les mécanismes à l'œuvre, de pouvoir mieux les prendre en charge. Donc là, par exemple, c'est la compréhension sur le plan neurobiologique de ce qui se passe quand on a un effroi. Et j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec les mécanismes adrénergiques immédiats qui entraînent aussi une hypervigilance. Alors on comprend bien là aussi, hein, cette hypervigilance est extrêmement utile face à un événement dangereux. Ça nous permet de nous défendre et de nous protéger mieux. Mais quand cette hypervigilance va durer des semaines, des mois, alors qu'il n'y a plus d'événements dangereux, ça va devenir en fait délétère pour la personne et ses proches et son environnement. Diapositive suivante. Donc ça, c'est l'état de stress aigu, on en a parlé, hein, voilà, je ne vais pas y revenir. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Alors évidemment, les troubles du sommeil, etc. Mais je pense que là, j'en ai déjà parlé. Diapositive suivante. Oui. La durée du stress aigu, c'est combien? C'est quelques heures, hein, des jours? C'est comment ça se calcule ça? Oui, c'est quelques jours, ouais. C'est quelques heures, quelques jours après l'événement. Alors, sur les symptômes cliniques qui peuvent survenir hein, en post-traumatique, bien sûr, il y a tous les syndromes de stress, les troubles de stress post-traumatique, mais il y a aussi d'autres symptômes classiques comme la dépression, l'anxiété, l'usage de substances, et en particulier d'alcool et d'opiacés. Les opiacés sont finalement assez efficaces, malheureusement, pour soulager de certaines douleurs psychiques liées au trauma. Une fois, si le sujet rencontre le produit, eh bien, il peut facilement... c'est un facteur de risque à ce moment-là de pouvoir avoir les effets de dépendance et de persistance hein, finalement de l'usage de substances. Et nous, on sait que face à des usages de certaines substances, comme j'ai cité, on doit aller rechercher les notions de traumatisme à l'arrière. Donc, et c'est assez, voilà, il y a des personnes qui en ont très bien parlé face à des événements traumatiques de l'enfance, des viols et des violences intrafamiliales. Eh bien, ça a été le début pour eux. Ensuite de consommation de toxiques qui sont venus soulager, et face à ce soulagement, eh bien, la réutilisation, et puis ensuite, évidemment, les effets propres des traitements. C'est pour ça qu'on est assez proche aussi hein, des addictologues pour prendre en charge à ce moment-là ces troubles qui sont pluriels et qui surviennent ensemble, des sortes de copathologies. J'ai une question là qui nous arrive dans le chat. Oui. Je vous la donne. C'est la question est qu'un peuple entier peut développer en même temps le même stress post-traumatique et sur plusieurs générations, guerre qui dure des décennies, et y a-t-il une réversibilité? La réversibilité, oui. Enfin, la réversibilité, oui. Ça dépend des personnes en fait. Alors, tout un peuple traumatisé, ça dépend
comment on l'entend, habituellement, il ne va pas y avoir des traumatismes au sens sanitaire, enfin médical du terme. Voilà, et ça va être très dépendant d'une personne à l'autre. Mais finalement, comme ça se passe, enfin c'est une image qui me vient là maintenant que la question est posée, mais euh, euh, comme ça se passe pour une épidémie, même la peste, tout le monde, voilà, tout le monde n'en mourrait pas, tout le monde était touché, mais tout le monde n'en mourrait pas, comme le dit la fable. Et là, c'est un petit peu pareil, ça va dépendre aussi des personnes, des individus, des groupes de personnes dans lesquels ils se situent. Mais c'est vrai qu'on le verra, il y a des types de traumatismes qui vont toucher, qui vont avoir des effets sur un grand nombre de personnes. Sur la réversibilité, ben, premièrement, on a des soins qui peuvent être efficaces, mais il faut être attentif à ne pas. Enfin, la meilleure action, c'est quand même celle de prévention. Enfin, là, c'est pas vous que je vais le dire, hein, Marie-Christine, puisqu'on est là dans le cadre de la prévention. Et donc, la prévention, elle est déjà sociale, elle est déjà politique. Voilà, autant ne pas exposer les personnes. Même si on dispose de possibilités de soins, la meilleure des préventions, elle est politique et sociale. Et alors, on a des soins qui sont efficaces. Et sur les modifications géniques, oui, c'est en tout cas, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et manifestement, alors moi, je ne suis pas un spécialiste de ce domaine, mais ça se développe sur 2-3 générations avant que ça redevienne, que l'effet disparaissent de nouveau. Et ça a été montré chez l'animal, mais on retrouve évidemment chez l'homme aussi des effets à peu près similaires. Voilà. Alors, le profil évolutif, et heureusement, si face à un événement à potentiel traumatique, beaucoup d'entre nous peuvent ressentir des symptômes difficiles, mal dormir, faire des cauchemars, être inquiet, être en état d'hypervigilance. Heureusement, au bout d'un certain temps, la plupart d'entre nous pourront retourner à un mode de vie habituel. Mais on voit que, et donc c'est la courbe hein, qu'on voit ici apparaître, et qui va donc à peu près 50% à 3 mois, puis 15 à 20% au bout de 6 mois, 1 an. Voilà, c'est comme dans tous les événements, il y a des effets aigus, post-aigus, et puis habituellement, on arrive à récupérer des événements, sauf un certain nombre de personnes. On va voir que, diapositive suivante, cela dépend aussi du type de traumatisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les événements naturels entraînent moins de... la fréquence des traumatismes durables est moins importante pour les traumatismes naturels, que les traumatismes aussi où les gens sont préparés à avoir des traumatismes, mais évidemment, il y a des traumatismes qui sont particulièrement impactants, comme les violences, les violences sexuelles, où là, les troubles sont souvent durables. Alors, les femmes ont des fréquences de troubles plus durables que les hommes. Voilà, comme souvent dans les troubles psychiques, c'est aussi la façon d'en parler, la façon de pouvoir chercher de l'aide qui peut aussi parfois expliquer une partie de cette différence. Mais en tout cas, voilà, le trauma est quelque chose qui touche quand même dans une population un certain nombre de personnes, ce qui va aussi expliquer l'attention actuelle portée par nos politiques, nos politiques et nos politiques sanitaires sur le sujet. Diapositive suivante. Donc, on arrive au cœur du débat, si je puis dire, c'est-à-dire que comment finalement l'État, la société s'est préparée en France à faire face à des situations à potentiel traumatique. Et un des dispositifs a été la cellule d'urgence, les cellules d'urgence médico-psychologiques qui ont pour vocation de prendre soin en immédiat et en post-immédiat, afin de prévenir le mieux possible la survenue de troubles post-traumatiques. Plus récemment, alors on va se focaliser là sur les cellules d'urgence médico-psychologiques qui interviennent dans les situations sanitaires exceptionnelles, mais il y a quelques années,
les politiques, et en particulier Madame Méadel, hein, avait proposé qu'il y ait la création de centres de psychotrauma pour pouvoir, dans un dispositif sanitaire, poursuivre la prise en charge sur le plus long cours que ne le font les cellules d'urgence médico-psychologiques, et venir en interaction avec d'autres dispositifs qui avaient été créés plutôt par le ministère de la Justice en lien avec des associations d'aide aux victimes, et donc la volonté de Madame Méadel, et puis aujourd'hui aussi, et d'interconnecter finalement les différents acteurs du soin pour permettre cette prise en charge médico-psychologique que nous envient, je crois, pas mal de pays voisins, puisque les organisations sont assez différentes avec les pays limitrophes, par exemple, et ailleurs dans le monde. Et diapositive suivante, la France, suite aux... ah oui, alors, pardon, c'est peut-être la diapositive suivante, on reviendra à celle-là après, si vous pouvez, Marie-Christine. Je crois que c'est après que je parle de la naissance des... Voilà. Il y a eu l'attentat au métro Saint-Michel. C'était à l'époque où Jacques Chirac était président de la République. Et finalement, la prise en charge somatique, médicale, a été correcte, autant que je me souvienne. Mais par contre, ce qui était apparu, c'est que face aux événements, les conséquences psychologiques ont été importantes, et ça a été la conscience de Jacques Chirac d'y être attentif et de demander au général Croc, hein, qui était psychologue, qui est professeur de psychologie, mais je crois psychiatre, de créer un dispositif de prise en charge médico-psychologique, et c'est là que sont nées les cellules d'urgence médico-psychologique, un peu sur le modèle de la prise en charge psychiatrique dans les armées, c'est-à-dire quelque chose de très proximal du front et du coup des événements. Diapositive précédente, du coup, Marie-Christine. Et donc, il a créé un dispositif sanitaire, donc dépendant du ministère de la Santé, national et territorialisé, qui permettait de projeter des soins psychologiques immédiatement afin de prendre en charge et de prévenir au mieux le développement de troubles psychiques post-traumatiques. Alors, l'objectif était de se préparer pour des situations sanitaires exceptionnelles, hein, comme les attentats, mais aussi, bon, on a vu les différents types d'événements impactant un grand nombre de personnes, ou avec un impact sociétal ou social important. Et puis, voilà, les choses se sont développées petit à petit. Il y a eu des périodes plus ou moins favorables, plus ou moins difficiles, et puis plus récemment, depuis une dizaine d'années, il y a eu vraiment une volonté politique forte aussi avec les agences régionales de santé de structurer les cellules d'urgence médico-psychologique, qui se sont encore renforcées en période post-Covid, puisque certains d'entre vous s'en rappellent aussi peut-être, les cellules d'urgence médico-psychologique ont été fortement impliquées dans la prise en charge de ce traumatisme collectif du Covid, et du coup sont de plus en plus aussi appelés à intervenir dans des événements de plus faible ampleur. Là, c'est pareil, c'est pas un jugement de valeur, c'est-à-dire que ça ne touche pas 50 personnes, 100 personnes, ça peut toucher quelques personnes, mais les cellules d'urgence médico-psychologiques sont aujourd'hui plus fréquemment interpellées. Voilà, pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a eu un événement avec le décès subi d'une personne dans son entreprise. Eh bien, la cellule d'urgence médico-psychologique a été interpellée pour prendre en charge au mieux les personnes qui avaient été directement confrontées à cet événement. Vous allez peut-être en parler plus tard, mais qui appuie sur le bouton pour déclencher la CUMP? Oui, on va le voir. Alors, la CUMP est fille du SAMU, en quelque sorte, hein, et c'est le SAMU qui va normalement déclencher l'intervention de la cellule d'urgence médico-psychologique en interaction avec les permanents
de la cellule, mais il peut y avoir l'ARS, par exemple, le préfet, peuvent aussi solliciter la CUP directement. En tout cas, vous ne pouvez pas, vous, individu ou même société ou entreprise, normalement solliciter directement la CUP. Il faut que ça passe par le SAMU qui va déclencher à ce moment-là ou proposer un déclenchement de la CUP en interaction avec les permanents de la CUP. Donc là, on voit sur la diapo, toutes les régions sont équipées d'une ou de plusieurs CUP. Oui, oui, et d'ailleurs, on ne voit pas toutes les régions parce que en regardant la carte, je me rends compte que les dom-toms ne sont pas représentés. Évidemment, les urgences médico-psychologiques concernent évidemment aussi les dom-toms. Et en tout cas, il a on le verra, donc ça fait partie des dispositifs d'organisation des secours, hein, des plans ORSAN. Il y a plusieurs types d'ORSAN, voilà, biologique, AMAVI, etc. Donc c'est un des dispositifs ORSAN. Et effectivement, il va y avoir un dispositif gigogne qui va aller depuis les départements à la région, puis à la zone de défense, puis les différentes zones de défense et le national. Et les CUM sont organisés de cette façon-là, avec des CUM. Alors, ça dépend comment vous regardez les poupées russes, hein, depuis le national, avec les docteurs Prieto et Ducrot qui pilotent les cellules d'urgence, le dispositif de cellules d'urgence médico-psychologique au niveau national, puis se décliner au niveau zonal. Nous, par exemple, on est en responsabilité pour la zone Grand Est, hein, qui couvre la zone rouge, hein, que vous voyez ici, oui. Et puis les CUMP régionales et les CUMP départementales. Alors, pourquoi la force de ce dispositif? Eh bien que quand une CUMP va être déclenchée au niveau local, au bout d'un certain temps, vous imaginez bien que ça dure des heures. Il faut le déployer sur un espace géographique qui peut être assez important, et les équipes peuvent être rapidement débordées dans leur capacité de faire face pendant longtemps. Et ils vont pouvoir faire appel, du coup, aux CUMP voisines de façon proximale. Et une des forces de ce qui a été développé ces dernières années au sein des CUMP, c'est des outils, des concepts et des philosophies finalement d'intervention similaires, totalement similaires, avec voilà, les outils sont partagés, si bien que quand la CUMP 68 ou quand la CUMP 55 vient nous aider, ou alors la CUMP du Nord vient nous aider parce qu'on est dépassé dans des événements, vous voyez par exemple dans des attentats comme Nice ou Paris, eh bien à ce moment-là, les CUMPistes, hein, comme on appelle les personnes qui travaillent pour la CUMP, eh bien, vont se retrouver avec les mêmes outils chez elles finalement et ne seront pas du tout dépaysés parce qu'on intervient avec les mêmes outils de la même façon. Voilà, diapositive suivante. Alors, la CUMP, donc, ça on l'a vu, hein, la responsabilité de l'ARS dans le dispositif ORSAN, déclenchement possible, on l'a vu par la préfecture, le SAMU et l'ARS, mais vraiment c'est le SAMU qui est normalement le dispositif déclencheur de la CUMP. Évidemment, derrière, il y a une régulation médico-psychologique qui va faire qu'on réfléchit à savoir quel type de réponse on va apporter. On n'envoie pas tout le monde avec tout. Évidemment, on va réfléchir à quel dispositif de réponse il faut envoyer ou pas sur le terrain lorsqu'on est interpellé. Et puis, il faut savoir aussi qu'on est prêt à se positionner dans les hôpitaux lors des plans blancs. Voilà, ça c'est des préoccupations importantes avec des postes d'urgence médico, on appelle des postes d'urgence médico-psychologiques. Hein, c'est vraiment comme le SAMU avec les postes d'urgence médicaux. Eh bien, on a des postes d'urgence médico-psychologiques qui sont organisés. Puis plus dans le plus longtemps, ce qu'on appelle les centres d'accueil des familles qui permettent de déployer là, pendant plusieurs semaines des dispositifs de prise en charge interconnectés avec la police, avec les associations, avec les associations comme
voilà, la Croix-Rouge, etc., pour être le plus efficient possible auprès des citoyens. Donc, le dispositif Gigogne, j'en ai parlé, et il y a même un dispositif qui permet d'envoyer pour nos ressortissants à l'étranger des forces, des task force à l'étranger. Donc, alors, les équipes, c'est qui dans tout ça, alors, finalement? Pardon? Qui sont les équipes qui font partie des CUP? Alors, les équipes, elles sont doubles, si je puis dire. Il y a des permanents. Alors, ça peut être c'est des médecins, c'est des psychologues, c'est des infirmiers, des aides-soignants, mais c'est des gens qui sont employés dans les cellules d'urgence médico-psychologiques et auxquels on fait appel le plus souvent dans les événements. Et puis, c'est sur la base d'un volontariat, mais ce sont toujours des personnels soignants du monde du soin psychique. Qui sont des volontaires. Alors, ce n'est pas du bénévolat, c'est du volontariat, c'est-à-dire que les personnes le prennent sur leur temps de travail, sont défrayées pour leur déplacement, pour voilà, mais ne sont pas payées, hein, puisque ça fait partie finalement de leur travail. Et on s'organise avec les établissements, avec les cliniques, voilà, pour avoir un certain nombre de volontaires et des volontaires qui sont formés. Et ça, c'est extrêmement important. C'est que récemment aussi, la volonté a été de former spécifiquement, bien sûr les permanents, mais aussi les volontaires qui allaient intervenir. Et c'est là qu'on a donc tous les volontaires et tous les permanents doivent avoir une attestation de formation aux aides de soins d'urgence dans le volet médico-psychologique, c'est le volet 6 de la FGSU. Et comment forme-t-on les personnes? Eh bien, de plusieurs manières. On va les former dans des apprentissages de connaissances, hein, évidemment, mais on développe de plus en plus avec les outils de la simulation, des simulations finalement d'intervention à échelle réduite. Vous en voyez là, par exemple, sur la diapositive en bas à droite, eh bien, comment on apprend aux gens à mettre en place un poste d'urgence médico-psychologique dans un endroit donné, par exemple dans un gymnase. Et donc, on va faire le gymnase, là, vous avez un gymnase, par exemple, à l'échelle, je ne sais pas moi, un 20e. Eh bien, on va demander aux personnes comment vous l'organisez, comment vous recevez les personnes, s'il y a un problème somatique, un saignement, un malaise, etc., où est-ce que vous avez prévu d'évacuer, comment vous vous mettez en relation avec les autres intervenants, avec le SAMU, la préfecture, etc. Et donc, les personnes vont être préparées à intervenir. L'autre mode de préparation, c'est évidemment des simulations pleine échelle, lors de ce qu'on appelle des exercices organisés par les préfectures. Pas plus tard qu'aujourd'hui, on en avait un qui était organisé au château du Haut-Königsbourg, mais des fois c'est dans des salles de spectacle, dans des stades, etc., ou sur l'eau, qu'on va organiser des exercices à grande échelle où les différents intervenants, le SAMU, la police, etc., interviennent ensemble, ce qui nous permet d'apprendre à travailler ensemble, et avec évidemment des débriefings et des retours d'expérience pour une amélioration perpétuelle permanente de nos actions. Perpétuelle, malheureusement, notre condition humaine. Et puis, on organise aussi des exercices transfrontaliers actuellement on a organisé plusieurs exercices transfrontaliers extrêmement intéressants puisqu'on sait que nécessairement, on aura des événements, je ne sais pas moi, comme un accident de péniche sur le fleuve ou des choses comme ça, où on aura à intervenir, ou alors pour aller travailler ensemble sur des ressortissants d'un pays et d'un autre. Diapositive suivante. Donc, alors, quand il y a une situation, donc, quand la CUB est organisée, enfin, est sollicitée, ces gens-là sont rappelés, comme ça, en fait, ils sont réquisitionnés, comment ça marche? Ça marche par des dispositifs qu'on sait utiliser par des appels téléphoniques, en fait. Alors, il y a des appels automatiques, c'est automatisé maintenant. Est-ce que vous pouvez, donc, on a un signal d'alarme, est-ce que vous pouvez être disponible dans la demi-heure? Et à ce moment-là, rendez-vous au SAMU avec une équipe. Et là, il y a un coordonnateur, il y a toujours un chef d'équipe. C'est très militaire hein, quand c'est déclenché. Et quelles que soient nos fonctions, on se met sous les ordres finalement de la personne qui est en responsabilité, le chef de PUMP. Et c'est lui qui va organiser
le dispositif à la suite. Alors, il peut y avoir un chef puis des sous-chefs, des généraux, un général et des colonels, pour organiser, par exemple, le dispositif à l'intérieur de l'hôpital et le dispositif sur les lieux mêmes de l'événement. Voilà. Mais c'est très structuré et très automatisé, et on est disponible 24/24, c'est-à-dire qu'il y a toujours 24/24 des personnels de la CUM qui sont susceptibles de répondre et d'organiser les soins, l'organisation des soins médico-psychologiques sur le territoire local, régional et français. Diapositive. On a déjà parlé un petit peu des missions, mais on va peut-être les balayer rapidement. Oui, alors, il y a des missions précoces. On a vu que le psychotrauma se développait dans le temps. Alors, évidemment, nos outils d'intervention sont spécifiques et adaptés au moment de l'événement. Dans les premières heures, ça va être de redonner de l'humanité, un contact humain, finalement, dans un événement qui l'avait quitté. De repérer les personnes qui sont en grande difficulté psychique, de contenir des réactions beaucoup trop impactantes pour la personne et pour l'entourage. Et donc là, voilà, on a un certain nombre d'outils, d'outils de psychothérapiques et d'outils pharmacologiques à notre disposition. Voilà, je ne vais pas les détailler, mais c'est finalement les mécanismes, la compréhension des mécanismes à l'œuvre sur le plan psychique qui va structurer nos interventions. Donc, vous pourrez le regarder. Enfin, en tout cas, l'idée, là, déjà, c'est de créer un terrain précoce pour que ça devienne un souvenir et que ça ne soit pas un événement qui soit en permanence disponible et voilà, et mobilisable par le sujet. Plus c'est un souvenir, plus on a de contrôle dessus, en fait. Et puis après, il y a des interventions plus à distance dans le temps. Donc, il faut bien comprendre que c'est un dispositif qui est envoyé sur l'événement. Alors, pas sur l'événement même, mais juste à l'arrière, que l'on intervient, mais sur le mode vraiment de la psychiatrie militaire de guerre. Donc, c'est très proche de l'événement, juste derrière, finalement, le SAMU qu'on organise nos prises en charge. Donc, c'est très particulier pour la psychiatrie, parce que la psychiatrie, la psychologie, habituellement, c'est les gens qui viennent à nous dans nos cabinets, dans les endroits où on exerce. Là, c'est vraiment une évolution, une révolution importante dans la façon d'intervenir pour le médico-psychologie, qui est une intervention directement hors les murs, quoi, en quelque sorte. C'est une intervention projetée sur le plan médico-psychologique. Là aussi, alors vous avez évidemment tous entendu aujourd'hui parler de l'EMDR, qui est une des thérapies qui est utilisée, mais il y a évidemment d'autres outils qui sont à notre disposition, des thérapies centrées par exemple sur les cauchemars, comme la RIM, des programmes de gestion de l'anxiété, des thérapies par l'exposition, voilà, des thérapies cognitives. Et donc on a un ensemble, tout un éventail finalement de possibilités de prise en charge, et puis des traitements pharmacologiques, mais qu'on évite le plus possible et qu'on limite le plus possible, et dans le temps et dans l'indication. Diapositive suivante. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des traumatismes vicariants, donc c'est vrai que les équipes, il faut aussi en prendre soin. Oui, ça c'est vraiment un de nos soucis, et on s'oublie souvent finalement puis des fois, comme vous savez, les cordonniers sont les plus mal chaussés, et finalement, un petit peu comme l'armée, comme les pompiers, comme les policiers, voilà, on dit voilà, on est des professionnels, on doit pouvoir faire face, etc. Et finalement, on s'aperçoit que malgré nous, eh bien, on peut se retrouver impacté, et parfois fortement impacté. Et là, il y a eu le développement d'outils. Souvent, c'est certaines de nos équipes qui créent un dispositif, et puis ensuite qui montre une efficacité importante et qui va être déployé sur l'ensemble des dispositifs. Et par exemple, on avait une équipe qui était venue nous aider depuis l'extérieur quand on avait eu l'événement de l'attentat à Strasbourg, et l'équipe qui était venue du Nord, en fait, avait un contact quotidien avec un de leurs collègues qui était resté là-bas, à distance de l'événement, et c'est lui finalement
qui était en une sorte de tour d'attention pour son équipe, repérant quand ça n'allait plus, ou là où il fallait être attentif, ou les gens qui allaient un petit peu moins bien. Et donc c'est une sorte de, c'est pas une supervision, mais oui, c'est une attention extérieure d'une personne qui n'est pas impliquée finalement fortement dans l'événement. Évidemment, ensuite, c'est les débriefings post-événement, où on va effectivement comprendre ce qui s'est passé, d'abord aussi pour s'améliorer, et puis aussi pour partager les émotions vécues et faire corps finalement. Et puis il y a des supervisions extérieures aussi aux équipes, pour leur permettre d'exprimer, de repérer là où ils sont éventuellement en difficulté. Donc c'est une prévention finalement du trauma vicariant pour les équipes de soins. Ils ont aussi la possibilité individuellement, je suppose, d'aller consulter. Par exemple, c'est évident. Et voilà, c'est bien sûr, et on n'a pas à le savoir. Et si on a quelqu'un de nos équipes qui est en difficulté, eh bien, on va essayer de l'accompagner au mieux, éventuellement lui proposer effectivement un soin psychique à lui-même. Enfin, voilà, on n'est pas, on n'en est pas moins homme, quoi. D'accord. Alors, on arrive à la fin de notre petite heure. Là, j'ai envie de poser une question en termes de conclusion. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après la CUP en termes d'impact sur la santé des populations suite à des traumatismes ou pas? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après? C'est une bonne question. Je ne sais pas si ça a été mesuré. C'est toujours compliqué de mesurer ce type de choses parce que, évidemment, la société évolue en même temps, il y a beaucoup de choses qui évoluent en même temps. Donc, connaître l'impact spécifique, précis d'une des modifications qui a eu lieu, c'est difficile à savoir. L'intime conviction et qui se reflète dans les retours qu'on a, c'est que c'est un dispositif utile et on est absolument convaincu de son utilité pour le citoyen, pour la prise en charge et la prévention du psychotrauma lors des situations sanitaires exceptionnelles. Et on le sait d'autant plus que d'autres pays viennent nous interpeller justement pour travailler avec nous, pour développer des outils communs. Voilà. Et en tout cas, c'est développé dans beaucoup d'endroits du monde, et en particulier en Europe. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doutes pour lequel c'est utile. Vous reviendriez en arrière, donc. Et je pense qu'il suffit de demander aux personnes qui ont été confrontées. On a beaucoup de témoignages de remerciements, de soutien de la part des personnes auprès desquelles on est intervenu. Très bien. Écoutez, vous êtes formidable parce qu'on vient juste d'atteindre les 20h30 pile avec la conclusion de ces webinaires dont j'espère qu'il vous aura tous intéressé. On n'a pas eu beaucoup de questions, mais je ne doute pas que ça vous aura très intéressé. En tout cas, ça aura bien clarifié le rôle des CUP et leur utilité quand même si ça n'a pas été mesuré, je pense qu'effectivement c'est très utile. Merci beaucoup Pierre de nous avoir présenté tout ça. Merci à tous. Ça a bien éclairé le sujet. Et puis, écoutez, pour ceux qui étaient là, merci de votre présence. Sachez que ce webinaire, il est enregistré, donc vous pourrez le revoir si vous le souhaitez en replay. Vous pouvez aussi le conseiller à d'autres personnes. Il sera disponible sous quelques jours sur la site de la prévention médicale. Et puis, donc, vous pourrez aussi le revoir ou le faire voir à ceux que ça intéresserait. Merci beaucoup à tous. Et puis, peut-être à un prochain webinaire l'année prochaine. Au revoir.